Mehdi Bounab, un exemple très intéressant de valorisation du bois lié à la coupe, à l'entretien des haies. Oui, alors c'est plus large que ça. Oui. Alors, oui, vous m'entendez là? Oui. C'est plus large que l'exploitation du bois, puisque du coup on va parcourir 2 projets et on est à la croisée de solutions qui répondent à des besoins pour les agriculteurs. Aussi bien, on va le voir sur les animations. Ok. Alors, il y avait des animations normalement qui devaient permettre d'alléger un peu tout ça, mais ce n'est pas le cas. Ah oui, d'accord. Je viens pas ouvert le bon. Désolé. Oui, je regarde. Ouais, c'est bon. Hop. Donc je me rappellerai de ça à Yousri. Voilà, avec le bon titre, c'est mieux. Donc on est effectivement sur les questions liées aux besoins des agriculteurs, des questions liées à la diversification des revenus, des questions liées à l'autonomie fourragère et l'autonomie alimentaire, des questions liées à la préservation du capital sol, et des questions et des besoins liés à l'amélioration du bien-être animal. Donc on est vraiment sur une palette de besoins des agriculteurs, et une des entrées pour répondre à ces besoins, c'est d'aller explorer ces pratiques agroécologiques, et notre angle d'attaque, c'était les pratiques agroforestières. Alors ce n'est pas qu'un concept, c'est bien des pratiques qui sont réalisées sur les exploitations agricoles de manière historique, et puis croisées aussi avec d'autres regards, avec d'autres acteurs qui viennent apporter des nouvelles idées et qui permettent de mettre en œuvre des nouvelles pratiques sur les exploitations agricoles. Donc on est vraiment là sur un croisement des regards et une somme de besoins pour lesquels les pratiques agroforestières peuvent apporter une solution. Alors tout ça s'est formalisé pour les exploitations agricoles. Elles ont échangé et elles ont créé une structure qui s'appelle l'association Bois Paysan, qui est une association de projets. Donc on met sur la table un certain nombre d'idées, et ça réunit donc des agriculteurs assez diversifiés en Ariège, puisqu'il y a des agriculteurs en grande culture, des agriculteurs donc en pleine, des agriculteurs, des polyculteurs éleveurs plutôt positionnés sur les coteaux, et puis plutôt des éleveurs qui sont positionnés plutôt sur le piémont, puisqu'on parle d'un département qui est un département avec des influences montagnardes, et donc des situations avec des différences qui vont entre des contextes entre plaine et montagne. Ces agriculteurs sont, en l'occurrence l'association Bois Paysan est accompagnée par la Chambre d'agriculture à travers différents projets, et donc là on est dans un système vertueux où les agriculteurs apportent des éléments de réflexion, et puis nous on essaie de trouver quels sont le meilleur moyen de les accompagner dans leurs projets. Voilà, un peu le principe. Une fois que ces exploitations agricoles ont identifié un certain nombre de projets à mettre en œuvre, il y a une structure principale qui permet de mettre en œuvre ces projets, notamment quand on parle de mécanisation, c'est une CUMA départementale. Donc là, effectivement, on va parler exploitation du bois, on va parler entretien, on va parler transformation du bois. Et il s'appuie beaucoup du coup sur cette structure départementale pour mettre en œuvre des projets qui ne pourraient pas voir le jour s'ils étaient seuls. Enfin, on le verra, je le présenterai dans quelques minutes, une des déclinaisons des projets de cette association, c'est par exemple la création d'une structure commerciale qui du coup commercialise des produits bois à forte valeur ajoutée à travers un circuit qui n'est pas forcément un circuit habituel pour ce type de produit, pour les propriétaires forestiers et pour les propriétaires de parcelles agricoles
parcelles agroforestières, donc à travers les GMS. Voilà, donc ça, je l'exposerai tout à l'heure, mais c'est simplement pour donner un exemple d'une déclinaison d'un projet qui se concrétise vers un projet économique. Voilà. Donc premier projet, ça concerne le projet AgroSil, donc l'arbre et le bois dans des exploitations en système herbagé. L'objectif là, dans ce projet-là, c'était bien de répondre aux questions d'autonomie alimentaire et d'autonomie fourragère. On était plutôt sur cette problématique de réduction des charges. Et donc dans le cadre de ce projet-là, le porteur du projet, c'était l'association Bois Paysans, et l'idée, c'était de croiser les regards en mixant l'accompagnement des organismes de développement, le regard de la recherche, mais également d'autres structures agricoles et d'autres structures de l'enseignement qui permettaient d'apporter un nouveau regard et des nouveaux éléments pour développer les projets. Donc on est plutôt sur un format avec la mise en place de fermes pilotes qui portent des pratiques innovantes et en tout cas qui permettent de répondre à ces problématiques d'autonomie alimentaire et autonomie fourragère. Pour donner un exemple, on va être sur du sylvopastoralisme, puisque du coup on entend l'acceptation large de l'agroforesterie, et si ce n'est pas le cas, en tout cas c'est du sylvopastoralisme. Destiné à faire venir plus d'herbes sous les bois. Et là, c'était une pratique historique pour les agriculteurs qui a tendance à se perdre. Et là, on va avoir un nouveau regard. On va essayer d'avoir des mesures, des résultats scientifiques qui nous permettent de dire, voilà, si on ouvre de telle manière, dans tel type de peuplement, on peut espérer avoir tant de surface en plus pour le pâturage, pour les bêtes. Voilà un peu l'objectif. Le deuxième exemple, c'est la culture d'arbres fourragers. Là, on va du coup importer plutôt une pratique qui c'est beaucoup pratiqué en Amérique latine. Donc pour l'alimentation du bétail. Alors même si effectivement il y a eu des essais, des expérimentations en France sur cette thématique-là. C'est quoi, c'est du mûrier là ? Là, c'est du mûrier blanc. Voilà. Ça, à ma connaissance, pas été poussé sur ce modèle-là, à savoir des cultures. Alors c'est une culture forestière, mais qui est conduite comme une culture agricole. C'est-à-dire qu'on va couper 1 à 2 fois dans l'année, et l'idée, c'est effectivement d'avoir une complémentation alimentaire pour les élevages. On ne sait pas du tout encore dans quelle proportion. L'idée, ça sera de le mécaniser. Donc voilà un exemple de ce qui n'était pas pratiqué sur le territoire. Une idée nouvelle qui vient d'ailleurs et qui, pourquoi pas, peut trouver du répondant pour les exploitations ariégeoises. Alors, litière à base de plaquettes forestières, là on est sur des éléments qui sont plutôt bien connus. Certains départements sont bien plus en avance que l'Ariège sur cette thématique-là. Par contre, on voulait avoir un autre regard, mais plutôt à travers le bien-être animal. Donc on va essayer de conduire des expérimentations en mettant un témoin avec pas de plaquettes forestières en litière, de la paille, et en ayant un mix produit sur de la plaquette bois et du paillage, et de voir finalement comment les animaux se comportent et quel est leur état de salissement. Voilà un peu l'objectif. Pas de résultat encore. Non, puisque j'ai commencé par le projet le plus récent, et donc il a commencé en 2016, et on met en place les expérimentations cet hiver. Donc voilà, les 3/4 des expérimentations seront mises en œuvre d'ici le mois de mars. Et on va également effectivement travailler la question de la valorisation du fruit pour l'alimentation. Tout à l'heure on parlait des châtaignes. Là en l'occurrence ça sera des forêts de chênes. Et donc on verra l'impact de l'alimentation en glands de chêne sur, en l'occurrence ça sera des brebis. Voilà pour ce projet. Je vais donc vous présenter un autre projet qui est plus ancien et pour lequel il y a plus de résultats. Et voilà, c'est un peu différent. On est sur des projets plutôt économiques avec un objectif de diversifier et d'augmenter les revenus des agriculteurs.
Donc l'association Bois Paysans s'est constituée en GI2E, donc groupement d'intérêt économique et environnemental, déposé un projet, et qui permet, donc qui regroupe une trentaine d'agriculteurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et vous voyez la répartition, donc plus on va en bas et plus on est sur les Pyrénées. Et effectivement, on est sur des exploitations qui sont pratiquement des exploitations d'élevage sur lesquelles la haie est assez présente et ce sont des haies adultes. Donc, avec potentiellement donc, une valorisation économique proche. Malgré tout, dans l'association, il y a également des agriculteurs qui sont en plaine et qui replantent des haies. Là où ces agriculteurs qui ont des systèmes assez différents se retrouvent, par exemple, c'est autour d'une expérimentation sur l'amendement bois plein champ. On a parlé tout à l'heure du carbone dans le sol. Notre idée, c'est que le bois pourrait apporter quelque chose de plus, notamment sur l'activité microbienne. Donc on est en train de tester ça et on voit bien les liens qu'il peut y avoir entre des agriculteurs éleveurs en capacité de produire du broyat de bois, et donc plutôt en montagne, et puis des agriculteurs, polyculteurs, éleveurs ou grandes cultures, qui pourraient avoir des besoins en bois au sein d'un même territoire. Et on voit bien là l'intérêt d'un cercle vertueux sur ce type de filière avec des produits qui auront une vocation plutôt agronomique. Ça ressemble à quoi, du bois broyé, épandu sur le sol? Là, en l'occurrence, l'idée première, c'était de travailler sur du BRF, du bois raméal fragmenté, mais on pense qu'on pourra travailler aussi avec d'autres produits, parce que ce qu'on recherche, c'est pas forcément l'azote, là, c'est le carbone. Et donc, c'est un broyat de bois épandu sur la parcelle, de la même manière qu'on épand un fumier, à raison de 10 tonnes hectares. Ce sont les essais qu'on a lancés. Voilà. Donc, plantation, oui. Non, c'était juste pour faire une liaison. Et a priori, il devrait y arriver au petit sac de bûchettes, bientôt. On va y arriver. Il me reste encore quelques minutes. Je dis ça parce que je regarde l'horloge. Oui, mais ça fait 12 minutes. Donc, plantation agroforestière, donc ça participe de la question de la préservation du sol. Je ne vais pas revenir, on en a parlé tout à l'heure. La production de la plaquette forestière, ça fait partie des produits qui proviennent donc des exploitations et qui ont des multiples usages. On l'a vu tout à l'heure. Donc ça peut être vendu, mais effectivement, ça peut permettre de réduire les charges quand c'est substitué à la paille. Valorisation du bois en bûche, c'est effectivement des actions phares de ces éleveurs pour qui cette question de revenus est importante. Ne l'oublions pas, pour des agriculteurs qui sont en situation de montagne, donc avec des revenus assez modestes. Donc ça, c'est une voie de diversification intéressante pour eux. Et enfin, je dirais que ça, c'est un peu le ciment de ce groupe-là. C'est effectivement la capacité de monter des projets en commun et de s'inscrire dans une dynamique collective. La plupart des projets qui voient le jour, notamment dans ces domaines-là, où c'est pas leur activité principale et c'est des investissements qui peuvent être lourds, les projets en commun ont véritablement un intérêt certain. Donc on va voir une illustration de ce que ça peut donner quand on pousse vraiment le bouchon jusqu'au bout. On reste pas. Alors, on va parler de vente directe, mais on va au-delà. On rentre véritablement dans une démarche commerciale. On franchit le pas du cercle de l'exploitation et on va véritablement vers une démarche commerciale comme toute société. Moi, j'en ai pas vu d'autres en France. Je ne sais pas si ça existe. Une démarche qui était poussée jusqu'au bout, jusqu'à les négocier en direct. Vous allez nous en parler avec la grande distribution. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, les filières de valorisation sur le bois, il y en a de nombreuses, y compris portées par des agriculteurs. Et il est bien possible qu'il n'y ait pas beaucoup de ce type de démarche sur cette gamme de produits que je vais donc vous présenter. Donc là, vous avez une photo de ces agriculteurs. Sur la trentaine d'agriculteurs de bois paysans, il y
Il y en a 10 en fait, qui sont lancés dans l'aventure. L'idée, c'est de valoriser le bois issu de l'entretien des haies, issu de l'entretien des surfaces forestières qu'ils détiennent. Donc on parlait de forêt paysanne tout à l'heure. De s'inscrire dans des circuits de commercialisation sur une gamme de produits qu'on appelle, nous, gamme de produits hiver. Donc des filets de bûches, filets de bûchettes et allume-feu. Voilà, donc c'est ce que vous retrouvez dans les grandes et moyennes surfaces et dans les magasins spécialisés. Ils ont produit, alors donc ils se sont équipés, on l'a vu tout à l'heure en matériel en commun, et ils ont produit cette année 10 000 filets. Le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est 40 000 € et l'objectif 250 000. À 3 ans, c'est de réaliser 250 000 €. Et ça, c'est 10% de la part de marché de leur zone de chalandise, hein, donc sur une zone géographique infrarégionale. Donc, il y a de la place, il y a la possibilité de développer ce type de projet. Voilà, il y a un fort potentiel de développement sur ces types de produits, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et on s'intéresse par exemple au sac de paillage 50 litres qui pourrait se retrouver également dans les grandes et moyennes surfaces. Qu'est-ce qui leur a plu dans ce projet? Ce pas des philanthropes. On ne peut pas dire que leur rapport avec le monde agricole soit des rapports sereins et empreints d'humanisme. Qu'est-ce qui leur a plu? Alors, on est toujours sur des problématiques de valoriser au mieux sa ressource bois. Ouais. Il y a certains chantiers qui peuvent ne pas être rentables au vu des catégories de produits qui sortent. Là, on valorise des petites catégories de diamètre. On est inférieur à 25 cm. Donc on est plutôt sur des premières éclaircies ou en forêt, ou des bois qui sont effectivement qui correspondent un peu aux bois qu'on peut retrouver dans les haies. Leur problématique, c'est bien d'augmenter leurs revenus. En passant d'une vente de bois bûche, c'est ces catégories de produits-là, à ce type de produit, ils multiplient leur marge entre 3 et 5. Donc c'est la motivation, tout en reliant bien à leurs ressources, hein, ils ne commercialisent pas les ressources des autres, la motivation, c'est bien l'augmentation du revenu. Ça j'entends, mais moi je parle de la grande distribution. Ah la grande distribution, en fait, ce qui les intéresse, c'est, en achetant ces produits-là, de développer une image locale, d'approvisionnement local. Et ils ne voient pas d'inconvénient finalement à substituer à un fournisseur qui vient de beaucoup plus loin à un fournisseur local, hein, vis-à-vis de contraintes économiques. Et enfin, il y a un grand atout à être proche, c'est que les délais de livraison sont très courts, avec une relation client qui est beaucoup plus proche. Un peu c'est-à-dire que vous êtes susceptible aussi de fournir vite, si tant est qu'il y ait un pic de demande, vous avez la capacité de le faire? Alors ça, c'est tout le jeu de l'offre et la demande, hein. Il faut avoir prévu le stock pour approvisionner. Donc là, c'est un petit peu délicat. Voilà, il faut prospecter à la mesure du volume que vous avez produit. Et qu'est-ce qui a pu, je ne sais pas si vous avez fait une petite enquête là-dessus, qu'est-ce qui a pu intéresser le client de l'hypermarché qui habituellement se fiche royalement de la provenance de son allume-feu ou du... Parce que je ne pense pas qu'il s'en fiche réellement. Je pense qu'il est, comment dire, sujet à nombreuses attaques, hein, sur cette question de la proximité de l'approvisionnement. Quand on met en place ce type de box où on met en avant bois paysan, bois d'Ariège, provenance locale, ça lui fait de la pub. Donc je ne crois pas qu'il soit étranger à ça. Par ailleurs, on avait fait une petite étude de marché et on avait interrogé des consommateurs. Et finalement, cette question de la proximité, c'était pour eux un critère d'achat. Ah oui. Plus encore que le critère de qualité. Et la proximité, elle est indiquée comment? Il y a un packaging particulier? Il y a la provenance en fait du département. D'accord. Donc sur tous les produits, il y a effectivement soit sur les étiquettes, soit sur les présentoirs, en gros écrit le département de l'Ariège. D'accord. Bravo. Voilà. Merci. C'est à vous. Oui, donc Étienne, association Bois HP Branché. C'est une question pour Mehdi. Pardon. Il est là.
Du coup, on sait qu'une filière économique peut être très intéressante pour relancer l'intérêt du bois sur un territoire. On peut avoir un pendant qui est la destruction d'un patrimoine ou d'un potentiel de croissance. Est-ce que vous avez mis des outils pour garantir la durabilité de la production, donc économique, et a fortiori pour garantir la valeur de la haie sur les autres rôles qu'elle propose, des plans de gestion ou des choses comme ça par exemple? Oui, quand le bois vient de la forêt, il a bénéficié d'un diagnostic forestier avec des propositions de gestion durable. Et quand le bois vient des haies, l'agriculteur a bénéficié d'un diagnostic agroforestier. Et avec une entrée triple performance, puisque c'était aussi dans ce cadre-là que ça a été développé. Donc un outil qui s'appelle le kit conseil à pile, donc c'est le nom du projet, et il y a un recueil de fiches techniques qui permet à l'agriculteur de choisir les pratiques qu'il veut mettre en œuvre, et ensuite un diagnostic qui concrétise par un diagnostic cartographique et des préconisations localisées de gestion et d'exploitation. Voilà. Donc le bois énergie reste le dernier usage de la haie des arbres d'alignement. C'est pas le dernier usage, il y a un potentiel, il y a des produits sur l'exploitation. En tout cas, ça ne doit pas être le seul, de toute façon. Oui, il y a effectivement une diversité de produits. C'est ce qui est identifié dans les diagnostics, c'est les types de produits, les catégories de produits et derrière les filières de valorisation. Il y en a certaines qui vont vers ce type de commercialisation. Donc oui, une question pour Mehdi sur l'association Bois Paysan. Vous avez souligné le rôle fondamental du collectif d'agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les éléments de motivation, d'où est partie cette initiative, enfin, voilà, sur le fonctionnement de ce collectif et comment est-ce qu'il est accompagné? Merci. À l'origine, c'est parti d'un besoin, la dynamique collective est partie finalement de la dynamique des CUMA et donc d'un besoin de mécanisation en commun. Mais d'un besoin de mécanisation en commun, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal aussi de choses à voir sur les aspects gestion et exploitation. Donc il y a eu du coup des besoins de formation, des besoins de montée en compétences sur la thématique de gestion forestière. Et donc c'est autour de ces thématiques de gestion du bois, de valorisation du bois qui se sont fédérés, qui ont appris à se connaître et qui ont soit trouvé des similitudes dans leurs préoccupations, soit des complémentarités. Donc c'est véritablement la question forestière qui les a soudés. Et puis ils se sont ouverts effectivement à d'autres questions agroforestières. Et c'est un peu comme ça qu'est née cette dynamique. Deux interventions, madame et monsieur derrière. Allez-y. Non. Voilà. C'était aussi une question pour Mehdi. Donc, vous avez regardé les filières énergie en général, bois bûche, bois plaquette, parce que ça posé aussi la question du bois d'œuvre, avec une valorisation locale d'un bois particulier venant du bocage. Alors sur ça, nous on n'a pas été chercher de filière supplémentaire. C'est-à-dire que quand identifier cette catégorie de produits, elle est valorisée dans les circuits classiques de valorisation du bois d'œuvre, à savoir les scieurs, les exploitants, voilà, les acheteurs de bois. À partir du moment où je crois que c'était Olivier Picard qui en parlait tout à l'heure, il parlait de la valorisation des bois en sciage mobile. Ça pose la question quand même du séchage derrière. C'est une autre technologie. Alors je sais que je crois que c'était le Morvan qui avait travaillé sur des séchoirs mobiles. Il y a effectivement des choses à faire là-dessus, sur les circuits courts, mais c'est encore plus dur, je pense, techniquement, d'arriver à quelque chose de bien. Donc on n'exclut pas un jour de travailler sur ces questions. Il y a d'autres, je pense aussi, qui travaillent, mais je pense que c'est encore plus compliqué. Monsieur.
Bonjour, Albin Leduc, Draft de Normandie. Vraiment une dernière question qui va aller dans la continuité de ce que vous disiez. Sur un territoire très forestier comme l'Ariège, le fait que les agriculteurs se saisissent d'une problématique gestion forestière et marché de bois, est-ce que ça n'a pas généré des tensions avec la profession forestière classique ? Alors, des tensions sur les ventes de bois, par exemple ? Sur les ventes, sur la gestion, sur l'organisation, sur les tarifs Alors, la propriété en fait forestière paysanne est par nature assez morcelée avec des unités de gestion qui sont assez petites. Donc c'est des surfaces qui n'étaient pas forcément gérées avant. Donc du point de vue de la gestion, au contraire, on est plutôt sur des complémentarités. Sur la question des produits, vous le voyez dans tous les territoires, hein, par exemple sur le bois bûche, il y a une demande très très forte de bois bûche et les exploitants qui sont en place ont beaucoup de mal à répondre à la demande. Donc on est plutôt sur une diversité d'acteurs économiques qui répondent à une demande très très forte. Donc je pense qu'il faut plutôt voir création de valeur ajoutée, création d'emplois sur le territoire, puisque quand un agriculteur mobilise du bois, il fait travailler aussi des bûcherons, il fait travailler des entrepreneurs de travaux. Donc on est, à mon avis, il vaut mieux plutôt voir les ventes que les concurrences au sein d'une filière qui souvent aussi réalise des coopérations.